Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour Focus de Trait. Cette semaine, à l'émission Focus de Trait, je vous présente la deuxième partie du Forum des aînés en action, justement pour vous présenter une conférence sur l'Alzheimer et aussi l'intervention de divers intervenants qui ont eu des kiosques lors de ce Forum des aînés à Saint-Ligory. Alors, bon visionnement à tous. Jean-Louis pour CTRB, je suis ici au Forum Ladonnois pour les aînés. Je suis en compagnie de Madame Liette Valois de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Madame Valois, bonjour. Bonjour. Une très belle journée aujourd'hui pour un tel forum. Comment vous voyez ça, le forum, le déroulement de ce forum-là? Moi, je trouve que c'est une belle journée. La température est aidante et nous avons des conférenciers très intéressants. Ensuite, je pense que les gens qui participent, ce sont des gens qui sont déjà très, très impliqués dans leur société, dans leur association, et ce qui fait que ça fait un beau mariage pour faire une belle journée pour le Forum Lanaudois des aînés. Okay. En tant que directrice de l'Association québécoise, en tant que présidente de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics de Lanaudière, alors dis-moi donc, comment vous voyez ça? Quelle appréhension que vous voyez de cette nouvelle loi qui va entrer en vigueur aussi, là? Très insécurisant. On ne sait pas exactement où ça va nous emmener. Et je pense que les bénévoles, les gens qui s'impliquent dans le bénévolat, c'est très important parce que si ces gens-là n'étaient pas là, il y aurait beaucoup de personnes aînées qui se retrouveraient tout seuls, sans avoir des places où aller s'informer, où aller chercher des ressourcements. Alors, je pense que c'est insécurisant un peu parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Quand vous parlez on parle ici, vous parlez de bénévoles, est-ce qu'on parle ici des aidants naturels ou bien les proches des aidants naturels? Les deux. Les deux, OK, parce que les proches des aidants naturels, ce sont des aidants naturels et à ce moment-là, on peut être aidant naturel pour un voisin ou quelque chose, quelqu'un comme ça, mais pour le prochain aidant aussi, on peut avoir nos parents, parce qu'on est tous vieillissants, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Alors à ce moment-là, c'est important. Une journée comme ça qui fait connaître nos services et aussi qui, dans le fond, les bénévoles bénéficient des journées comme ça pour se ressourcer aussi. Puis ça, c'est important. La reconnaissance des bénévoles. OK? Parce que beaucoup de gens sont proches aidants, beaucoup de gens font du bénévolat, mais ils ne sont pas regroupés et à ce moment-là, bien, c'est un plus pour eux autres. Est-ce que vous pouvez me parler de l'objectif véritable de votre organisation? De la journée d'aujourd'hui. C'était aussi de mon association. Mon association, c'est l'Association des retraités, comme on disait tantôt. Et nous avons comme mission de voir au bien-être des aînés leurs droits. OK? Autant monétaire et à ce moment-là, culturel et mettez là tout. Et alors, à ce moment-là, je pense que nous, en tant qu'association, on se devait de se faire connaître et d'être ici aussi parce qu'on a des bénévoles aussi dans notre association. Puis ça fait un petit remerciement. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis en compagnie de Mme Jeannie Duval de la Société d'Alzheimer. Madame Duval, bonjour. Bonjour Jean-Louis. Okay. Avec un tel événement qui se déroule aujourd'hui, comment votre association a eu une approche justement pour participer à un tel événement? Eh bien, premièrement, je siège au conseil d'administration de la table régionale, la table de concertation régionale des aînés de Lanaudière, mais aussi la Société Alzheimer est en mandat régional. Alors, on est souvent sollicité et on a été sollicité dans le cadre d'un atelier qui s'appelle Réussir son vieillissement. Alors, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Alors, à 3 reprises aujourd'hui, on a donné un atelier. Oui.
Dites-moi, vous devriez avoir une bonne clientèle quand on se rend compte de tout ce qui se passe et aussi l'augmentation de la population, aussi le vieillissement de la population des gens qui souffrent d'Alzheimer. Dans la Naudière, présentement, on dit que c'est 7400 personnes qui sont atteintes, qui ont un diagnostic. Il y en a plusieurs qu'on ne connaît pas parce qu'ils n'ont pas de diagnostic. L'an passé, comme exemple, au 31 mars 2015, nous avons donné des services à 5500 personnes différentes à la société. C'est énorme. Il y a 32 employés pour y arriver. Vous avez une grosse clientèle, si je comprends bien. On couvre toute la région de la Naudière, c'est 6 MRC. Alors, quand on a une personne atteinte, c'est de 3 à 4 personnes qui entourent cette personne-là et à qui on offre des services aussi. On offre des services de support et d'accompagnement à une famille, pas juste à une personne atteinte. Oui, s'il y a une personne atteinte, il y a une famille autour. Alors, c'est tout le monde qui peut bénéficier des services de la société. Qui dit Alzheimer dit démence irréversible. Donc, comment les familles, justement, travaillent avec les gens? Comment vous travaillez avec les gens qui en ont des gens qui souffrent d'Alzheimer? Par de la stimulation. Premièrement, nous, on a un groupe en début de maladie qu'on appelle, qui s'appelle l'instant présent. Alors, les gens qui viennent de recevoir un diagnostic sont invités à venir participer à ce groupe-là. Une demi-journée par semaine où ils viennent parler, échanger, parce que les gens en début de maladie sont conscients de ce qui se passe, qu'il y a des choses qui filent puis qu'on ne peut pas rattraper. Alors nous, on est là pour les faire parler, les faire jaser, leur donner des outils aussi, des activités qu'ils peuvent faire et la famille peut contribuer à cette aide-là. Alors, ça, c'est une des premières choses qu'on fait. Sinon, on peut donner un répit à la famille. 3 heures de répit à l'aidant principal avec une accompagnatrice spécialisée qui passe 3 heures avec la personne atteinte, qui a la maladie. On fait des activités de stimulation. On y va avec ce que la personne est encore capable de faire. Ça, ce ne sont que des exemples. Et on peut faire aussi, nous, du support aux aidants pour les faire parler, jaser de toutes sortes, de la formation, des groupes échanges, un suivi psychosocial. Alors, parce que l'aidant ne doit pas s'oublier là-dedans. L'aidant doit prendre soin de lui. S'il est en forme, s'il prend soin de lui, il est en meilleure position pour prendre soin de la personne atteinte et de l'accompagner tout le long de la maladie. Ça prend toutes sortes de formes. Donc, si je comprends bien, vous avez tout à fait un bon service d'accompagnement. Oui. C'est la raison d'être de la société. C'est le support et l'accompagnement aux familles. C'est vraiment... Et ça prend... La société, c'est 10 services complètement différents et les gens peuvent venir chercher les 10 services ou peuvent venir chercher seulement celui qui répond à leurs besoins dans le moment présent. Sinon, ils peuvent prendre la panoplie de services qu'on leur offre. Oui. Est-ce que vous travaillez de concert avec d'autres sociétés, justement, à la Société d'Alzheimer? Oui, on travaille de concert. On est 20 sociétés au Québec. On est affilié à une fédération. Et cette fédération-là, c'est une par province. On est affilié à Alzheimer Canada, qui, lui, est affilié à Alzheimer International. Mais chaque société régionale comme nous, on est là pour donner des services. Tandis que quand on est à la Fédération provinciale ou à Alzheimer Canada, sont là plus pour nous donner un support au niveau de la logistique, toute la documentation, aider à la recherche, être en lien avec les chercheurs, être en lien avec les gouvernements, ce sont les paliers. Tandis que nous, on est terrain. On y va avec les besoins que les gens de notre région nous manifestent et qu'on essaie de mettre en place. Dites-moi, Mme Duval, est-ce qu'il y a une forte augmentation des gens qui souffrent d'Alzheimer dans la région de la Naudière? Moi, je vais vous dire que oui. Quand j'ai débuté en 2006 à la Société, c'était à peu près 4000 personnes qu'on nous disait qui étaient atteintes. Et en 2004, là, on est en 2015 et je vous ai dit tantôt 7200. Alors, c'est un petit peu plus que 10 ans, ça l'a presque doublé. Alors, oui. Quel facteur vous attribuez à ça? Le vieillissement de la population. Les gens vivent beaucoup plus vieux. Et la science, la médecine, a explosé, a permis aux gens de soigner plein d'autres petites maladies de toutes sortes, qui fait que les gens vivent beaucoup plus vieux et sont plus à risque de développer une maladie d'Alzheimer. Alors, c'est ce qui arrive. À chaque tranche, aussitôt qu'on dépasse 70 ans, à chaque tranche de 5 ans, on augmente notre pourcentage de risque de développer une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Alors, Mme Duval, Mme Jeannie Duval de la Société d'Alzheimer de la Naudière, je vous remercie de cet TRB. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Au revoir. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici devant le kiosque de l'organisation de la communauté anglophone de la Naudière qui participe au Forum Lanaudois pour les aînés. Madame Michelle Eaton-Lusignan, ça va bien? Ça va très bien, merci. OK. Dis-moi, c'est quoi l'approche de votre organisation face à un tel événement qui se déroule aujourd'hui? Nous, c'était important qu'on y soit parce que les anglophones ont
ils connaissent pas vraiment les ressources et les ressources les connaissent pas non plus. Fait que c'est important, je pense, qu'on fasse connaître ce qui existe dans la région et qu'on fait un petit bout de plus pour aider les gens à obtenir des services dans leur langue quand c'est possible. Dis-moi, au niveau lanaudière, est-ce que vous avez un pourcentage tout à fait élevé des anglophones qui vivent dans la région? On n'est pas loin de 12 000 anglophones dans la région. C'est sûr qu'il y a des centres comme Rawdon où ils sont très regroupés, tandis qu'il y en a d'autres qui sont éparpillés à travers la région. Mais quand même, c'est une communauté importante. On est 2 personnes à travailler à temps plein, puis on ne chôme pas. Quelle politique que votre organisation met sur pied justement pour rejoindre les aînés anglophones? On a fait des approches auprès des organismes existants, des écoles, des églises, des places où on sait que les anglophones se tiennent. La Légion est une autre place. Puis par les médias, mais c'est pas évident puisqu'il n'y a pas de médias en anglais dans la région. Il faut absolument qu'on passe par les journaux francophones. Mais quand même, les écoles dans la région, ici, dans le nord de la région en particulier, ont été d'une grande aide à nous faire connaître. Puis c'est ça, c'est de passer le mot, c'est de bouche-oreille beaucoup. On a maintenant notre Facebook, notre site web, on en rejoint pas mal comme ça aussi. Vous savez, beaucoup de gens, de personnes âgées aussi, maintenant se lancent au niveau des réseaux sociaux, vont sur les réseaux sociaux aussi, soit pour rejoindre leur famille et aussi. Je pense que c'est une belle initiative pour que les organismes comme ça rejoignent les communautés, les personnes âgées aussi ou les aînés. Pour nous autres, les personnes âgées ne sont pas toujours bilingues. Hein? L'autre génération, ça va mieux, mais ils ont beaucoup de difficultés à négocier leurs services, les services publics en santé ou autres. Donc, c'est vraiment notre rôle de les accompagner là-dedans, de trouver des services et d'aider les organismes aussi à les accueillir. Pour un tel événement qui se déroule comme ça aujourd'hui, quel message que vous aimeriez passer justement aux personnes âgées, aux aînés qui nous écoutent? Oui, sortez de chez vous. Il y a des belles organismes, il y a des bonnes places pour aller faire du bénévolat, il y a des amitiés à faire, alors c'est important, sortez de chez vous. Venez nous voir, appelez-nous, on va trouver de quoi. Je vous remercie, Madame Lezénian. Merci beaucoup. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici au kiosque de Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière en compagnie de Madame Hélène Boisvert. Madame Boisvert, bonjour. Bonjour. OK, dis-moi, c'est quoi l'approche de votre organisme justement à un forum tel que le forum aujourd'hui? Bien, c'est effectivement extrêmement important d'être présent à ce forum pour les aînés, puisque nous, notre centre de santé, notre centre intégré de santé et des services sociaux offre des services à la population et entre autres chez les personnes âgées. Alors, c'est important d'être présent avec les organismes du milieu pour travailler de concertation ensemble pour donner les meilleurs services à la clientèle. Dites-moi, Madame Boisvert, qu'est-ce que vous faites au Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière, vous? Bien, nous offrons plusieurs services. Moi, je suis la directrice des programmes pour le soutien à l'autonomie des personnes âgées. Alors, on offre des services dans différents secteurs, entre autres au niveau de la région, dans les CLSC pour le soutien à domicile des personnes âgées. Ensuite, l'hébergement au niveau des personnes âgées, donc dans les centres d'hébergement ou dans les ressources intermédiaires qui sont dédiées aux personnes en légère perte d'autonomie. Aussi, tous les services de gériatrie que nous offrons au centre hospitalier qui sont aussi disponibles pour la clientèle. Dites-moi comment votre organisme a été approché justement pour participer à un tel forum? Bien, nous participons à la table de concertation des aînés de Lanaudière. Nous faisons partie intégrante de cette équipe-là. Alors, c'est dans le cadre de cette activité-là qu'on nous a demandé de participer aussi à cet événement important pour faire la promotion des services aux aînés et d'encourager les aînés à se garder actifs dans la communauté. Dis-moi, est-ce que votre clientèle, c'est une clientèle grandissante? Ah, tout à fait. La clientèle de Lanaudière, les personnes âgées de Lanaudière augmentent en grand nombre. Au niveau de la démographie, c'est quand même très important. Alors, on se doit de garder nos aînés en santé et c'est ce que nous souhaitons pour la population lanaudoise. Je vous remercie, Madame Boisvert. Ça fait plaisir. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici encore au forum à Lanaudois pour les aînés. Je suis en compagnie de Sabrina Barbeau du kiosque L'Appui Lanaudière pour les proches aidants en aînés. Alors, Madame Sabrina, ça va bien? Oui, merci. Dites-moi comment votre organisme a été approché justement pour participer à un tel forum.
Nous, on nous a invités parce que c'est un forum qui regroupe des thématiques et en lien avec les personnes aînées. Puis, puisqu'on est une organisation qui offre des services aux proches aidants d'aînés, c'est pour ça qu'on nous a invités. Okay. Dis-moi, comment se déroule l'événement? Comment vous voyez ça, le déroulement du forum aujourd'hui? Je trouve que c'est vraiment bien. C'est super. Il y a eu des beaux ateliers en lien avec des sujets différents. La conférence d'ouverture de Mme Véronique Yvon. Puis l'espace là, pour les kiosques afin que les gens connaissent les services, les ressources qui existent. Je trouve que c'est un beau tout. Quel service, justement, vous offrez, vous, à l'appui Lanaudière aux personnes âgées? Nous, en fait, ce qu'on offre, on a un seul service direct, c'est la ligne Info Aidant. C'est un service téléphonique gratuit, professionnel, d'écoute d'informations de référence pour les proches aidants partout au Québec. Donc, c'est le 1-855-8-l'appui, c'est le même numéro partout au Québec et nous, on est un intervenant par région. Notre rôle, c'est d'offrir du soutien, donner de l'information, accompagner, guider tous ceux qui s'occupent d'un de leurs proches qui est malade ou en perte d'autonomie. On sera tous proches aidants un jour. Bien, l'appui est un port d'ancrage, un endroit où le proche aidant peut téléphoner pour avoir une vue d'ensemble de tout ce qui existe comme service de soutien, programme aussi, là. Madame Rivet, bonjour. Bien le bonjour. OK. Comment vous voyez ça, le déroulement de la journée aujourd'hui? Extraordinaire. Ça permet de prendre connaissance des différents organismes qui viennent en aide aux personnes âgées et ça permet également de réaliser à quel point est-ce qu'on est complémentaires les uns les autres. Alors, on a vraiment tous besoin des uns des autres pour être capable d'offrir un service complet aux personnes âgées. Dis-moi, comment votre association rejoint justement la clientèle des aînés? Alors, c'est beaucoup les CLSC qui nous les réfèrent ou le bouche-à-oreille. Il n'y a rien de mieux comme le bouche-à-oreille. Donc, nos gens qu'on rejoint, ce sont des gens, pas seulement les aînés, mais toute personne qui a besoin d'aide pour pouvoir demeurer à domicile. Que ce soit de l'aide au niveau de l'aide domestique, donc faire du ménage, faire des repas, faire des commissions, que ce soit de l'aide directe à la personne. Donc, de l'aide pour se lever le matin, embarquer dans une chaise roulante ou bien répit pour les personnes qui font de l'Alzheimer, par exemple, là, au niveau de stimuler la personne ou d'offrir là, du répit, du gardiennage. On a les services de grand ménage. Donc, il y a des gens qui sont quand même très autonomes à la maison, mais qui sont plus capables de débarquer les fenêtres pour les laver à l'intérieur, à l'extérieur ou laver les murs. Alors, c'est un service qu'on peut offrir également. Nous sommes aussi une agence du programme PER, qui est un service téléphonique, là, justement, au niveau de la sécurité, s'assurer que les gens sont corrects à domicile. Donc, à ce moment-là, on peut intervenir si jamais, justement, la personne ne répond pas à son appel de sécurité. Et nous offrons également le service de l'appui. Donc, on est un représentant au niveau du service de l'appui. Donc, nos préposés vont offrir également ce service-là. Dites-moi, vous offrez uniquement des services dans le secteur de l'Assomption ou ailleurs au Québec? Nous, on représente la MRC de l'Assomption. Nos services sont étendus à travers la MRC au complet de l'Assomption. Par contre, il existe 102 coopératives de solidarité en soutien à domicile à travers le Québec. Donc, c'est plus de 80% du territoire du Québec qui est couvert par ce service-là. Justement, tout à l'heure, j'ai parlé avec quelqu'un de la Société d'Alzheimer. Écoute, comment vous expliquez ça, cette clientèle grandissante que vous avez dans ces organismes-là? Alors, la population est vieillissante, donc nécessairement, il y a de plus en plus de services qui vont être réclamés et avec les années à venir, il va y avoir un accroissement encore plus de cette demande-là. Je vous remercie, Mme Rivet. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici à Saint-Légory justement pour assister au Forum Lanaudois pour les aînés. Je suis ici en compagnie de deux mesdames qui vont me dire leur nom tout d'abord. C'est quoi votre nom, vos noms, mesdames? Marie-Josée Blais. Et vous? Lise Wallet. Dis-moi, Madame Blais, qu'est-ce que vous faites à la bibliothèque Rinalani? J'ai le titre de conseillère en développement. Donc, je m'occupe de tout ce qui s'appelle services hors les murs, les services à l'extérieur de la bibliothèque. Et vous, madame? Moi, je suis bénévole à la bibliothèque. Je fais la lecture aux enfants, soit de maternelle, première, deuxième année, et je fais le prêt de livres dans une résidence de personnes âgées. Dis-moi, c'est quoi votre approche justement pour participer à ce forum-là aujourd'hui? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bien, nous, on nous a demandé de venir parce que on fait appel à beaucoup de bénévoles pour pouvoir offrir les services qu'on offre. Donc, on a quelque chose comme 70 bénévoles à la bibliothèque Rinalani. Qui dit bénévole dit personnes qui ont du temps à donner, donc des retraités
certaines personnes âgées, hein, j'en ai même de 80 parmi mes bénévoles, et également parce qu'on offre des services pour les personnes âgées, comme le service Biblio-Troubadour. Est-ce que je vous parle tout de suite de Biblio-Troubadour? Oh, bien sûr, allez-y. Vous êtes déjà bien parti. Il y a 3 volets à Biblio-Troubadour. Le premier, le plus important, c'est un service de prêt dans les résidences de Joliette et Saint-Charles-Borromée. Je dis Joliette et Saint-Charles-Borromée parce que c'est notre secteur. On est une bibliothèque intermunicipale. Donc, aux 4 semaines, on a une équipe de bénévoles avec une commis de la bibliothèque, une employée, qui va visiter une résidence de personnes âgées avec quelque chose comme 300 livres. Et là, on fait le prêt personnalisé parce qu'on apporte aussi des demandes spéciales. Ils ont leur carte, tout est informatisé. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, on fait de la lecture à voix haute aussi. Au début, on l'offrait dans plein de résidences. Ça a plus ou moins bien fonctionné parce qu'ils sont quand même actifs dans les résidences de personnes âgées. Alors, on a ciblé une clientèle moins autonome, plus vulnérable, moins active. Alors, on fait la lecture à la résidence Marie-Clotilde et également au CHSLD Saint-Eusèbe. Et le troisième volet, c'est un service de prêt à domicile. Pas nécessairement pour personnes âgées, soit que la personne elle est malade, en convalescence ou le grand âge, elle ne peut plus se déplacer. Alors, on lui demande de trouver quelqu'un dans son environnement qui va devenir son mandataire. Et si elle a personne, on le jumelle avec un bénévole qui devient ses jambes, ses bras, ses yeux pour venir emprunter des livres à la bibliothèque, lui rapporter. Est-ce que vous faites la lecture de poésie aux personnes âgées? Non, moi, je fais le prêt de livres aux personnes âgées et la lecture d'albums de pour poésie. les enfants. Et je m'avais m'attaquer à la poésie aussi, des albums de poésie aux enfants. Okay. Ouais. C'est quoi votre dernier mot, les filles? Bien, on est content d'être venus ici. On a même fait du recrutement, des gens interpellés par le type d'activité qu'on fait. Alors, on a distribué du formulaire de bénévolat. Alors, on va avoir du 109 bientôt à la bibliothèque dans nos ressources bénévoles. C'est bien. Alors, je vous remercie, les filles. Merci à vous. Je suis toujours en compagnie de Sabrina Barbeau du kiosque L'Appui Lanaudière pour les aidants. Alors, Sabrina, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter pour le mot de la fin? En fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est important que les proches aidants connaissent les services de support qui existent pour eux. Puis l'appui pour les proches aidants d'aînés, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on vise à développer aussi, offrir un soutien financier aux organismes communautaires pour offrir de plus en plus de services là, aux proches aidants de personnes âgées, comme c'est le cas, par exemple, là, des coopératives de services à domicile qui offrent maintenant une banque de répit disponible pour les proches aidants, le réseau des aidants naturels d'Autrey aussi qui offre des services. Donc, c'est important de s'informer là, sur qu'est-ce qui existe comme forme de support et pas attendre d'être à bout de souffle. Là. Madame Sabrina, rappelez-nous donc votre numéro de téléphone et votre adresse éco de courriel et tout. Parfait. Alors, le numéro de téléphone de la ligne Info Aidant, c'est le 1-855-8-l'appui, donc 1-855-852-7784, le même numéro de téléphone là, partout au Québec et vous pouvez aussi visiter le site Internet. Qui est? Le www.l'appui.org. Je vous remercie, Mme Barbeau. Merci beaucoup. Étant donné que je l'ai préparé spécifiquement pour la journée d'aujourd'hui. On parle beaucoup de troubles cognitifs, hein, on en entend parler. Je vous dirais que plusieurs personnes craignent de développer des troubles cognitifs en avançant en âge. Et c'est ce qui fait que je viens vous parler aujourd'hui de c'est quoi les troubles cognitifs, on va en parler un petit peu, mais aussi surtout comment on peut les prévenir et aussi je vais vous parler des facteurs des facteurs de protection. On va regarder ensemble plusieurs aspects de la santé cognitive. Quand je vous parle de la santé cognitive, ça englobe toutes les formes de démence. Il y a une centaine de formes de démence. On peut parler aussi de troubles cognitifs légers. On peut parler de plusieurs... c'est une grande famille, la famille des troubles cognitifs. On entend souvent parler de la maladie d'Alzheimer parce que la maladie d'Alzheimer, c'est la plus répandue. Dans la famille des troubles cognitifs, je vous dirais que les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, ça représente 60% des personnes atteintes de troubles cognitifs. Chose certaine, ça laisse personne indifférent, hein? Parce qu'on entend souvent des blagues, quelqu'un qui perd des choses ou qui a un petit problème de mémoire, hein, on va entendre des blagues dire « Ah ben ça c'est mon Alzheimer », quelqu'un va dire à quelqu'un d'autre qui a une petite
perte de mémoire, il va dire « Ah, c'est comme ça que ça commence. On sait qu'on entend bien des blagues par rapport à ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont inquiets en vieillissant de développer des troubles cognitifs. Donc, chose certaine, c'est que ça laisse personne indifférent. Je vais vous parler en premier lieu de la différence entre le vieillissement normal et les troubles cognitifs. Donc, si on regarde la mémoire, on parle des plaintes mnésiques. Qu'est-ce que c'est une plainte mnésique? C'est la manifestation par une personne d'une inquiétude quant à la diminution réelle ou supposée de ses capacités mnésiques. Donc, c'est relié à la mémoire. Ça fait partie du vieillissement normal, hein, parce que notre cerveau, il y a l'âge que l'on a. Beaucoup d'organes, bien pas beaucoup, mais il y a des organes qui se régénèrent dans le corps. Nos ongles se régénèrent, la peau se régénère, le foie se régénère, mais le cerveau, c'est un organe qui ne se régénère pas. Il y a 2 organes dans le corps qui ne se régénèrent pas, c'est le cerveau et le cœur. Et donc, ce qui veut dire que le cerveau, il a l'âge qu'on a. Quand on a 20 ans, on a un beau cerveau de 20 ans. Quand on a 40, 50, 60, 80, bien notre cerveau, hein, il a l'âge que l'on a. Donc, c'est normal qu'il s'atrophie un petit peu. Et puis, c'est normal aussi qu'il nous fasse des fois, qu'il nous joue des petits tours, parce qu'il est peut-être moins alerte qu'il était quand on était plus jeune. On dit que c'est très fréquent après l'âge de 50 ans, surtout les gens de 65 ans et plus, il y aurait 48 % de ces gens-là qui commencent à présenter des petits problèmes de mémoire. Mais ça, c'est relié au vieillissement normal. Donc, on ne s'inquiète pas par rapport à ça. On peut rarement objectiver ça par des tests de mémoire, parce que, étant donné que ce n'est pas nécessairement relié à une maladie, c'est juste que c'est relié au vieillissement normal. Ça n'annonce pas non plus nécessairement la venue d'une forme de démence ou de n'importe quel trouble cognitif. Vous allez voir que j'utilise souvent le mot trouble cognitif plutôt que démence, parce que démence, c'est un mot qui n'est pas tellement apprécié, ni par nous, à la Société Alzheimer, ni par les gens, les familles qu'on accompagne ou n'importe qui. C'est un mot qu'on apprécie peu. Toutefois, dans le langage médical, il ne veut pas dire la même chose que ce à quoi nous, on l'associe. Nous, on va parler de démence, on va penser que c'est la folie ou quelque chose comme ça. Hein. On associe ça à ça souvent quand on entend ce mot-là. Toutefois, dans le langage médical, ça veut simplement dire que la personne a des pertes au niveau cognitif et donc, c'est pas la même définition. Les pertes de mémoire sont souvent en lien avec l'état psycho-affectif de la personne. Donc, si la personne vit de l'anxiété ou si la personne vit une période dépressive, il se peut qu'elle ait aussi des problèmes de mémoire. On dit aussi que les deuils et la solitude peuvent amener aussi des problèmes de mémoire chez les gens. C'est sûr que plus on avance en âge, puis plus on perd des gens autour de nous, hein, on vit des deuils. Et si les gens ne se créent pas un nouveau réseau, bien à ce moment-là, ils peuvent effectivement vivre des moments de solitude et qui va faire qu'avec le temps, plus on s'isole, ben moins on est stimulé, donc ça peut arriver qu'on fasse moins travailler hein, toute notre partie cognitive. On va élaborer à ce niveau-là un petit peu plus tard dans la rencontre. Vous allez voir les liens qu'on peut faire. Donc, c'est normal la diminution du poids et du volume du cerveau ainsi que du nombre de neurones. Ça vient avec le vieillissement. La capacité réduite de transmission ou de réception des influx nerveux au cerveau aussi, ça fait partie du processus normal. Le déclin du flux sanguin cérébral et la consommation d'oxygène, c'est tout un phénomène normal. On parle aussi que l'intelligence, cristallisée, préservée, mais l'intelligence fluide est altérée. L'intelligence cristallisée, c'est la capacité à utiliser nos compétences, nos connaissances et notre expérience. Tandis que l'intelligence fluide, c'est de penser logiquement et résoudre des problèmes dans des situations nouvelles.
Donc, plus on avance en âge, plus ça peut être difficile de faire face à certaines difficultés qui ne sont pas nécessairement en lien avec des expériences qu'on a vécues ou avec des connaissances qu'on a déjà. Donc, l'expression « se retourner sur un dixaine », là, hein, c'est un peu plus difficile quand on avance en âge parce que des fois, ça nous demande justement de faire face à des situations qu'on n'a pas eu à vivre. Et là, à ce moment-là, on parle de l'intelligence fluide et avec le temps, elle devient un petit peu moins présente. La réduction de la vitesse de traitement de l'information aussi, c'est normal. Hein? Le fait d'assimiler des choses, de traiter les informations, tout ça, c'est normal que notre cerveau il soit moins vite qu'il était quand on avait 20 ans. On a besoin de plus de temps pour accomplir une tâche et assez souvent aussi, ce qui se passe, c'est que les capacités attentionnelles aussi sont diminuées. Donc, conserver l'attention plus longtemps pour quelque chose, ça demande un effort supplémentaire que quand on était plus jeune. On dit aussi qu'au niveau de l'attention divisée, la difficulté à réaliser plusieurs choses simultanément. Quand on est jeune, hein, on peut préparer le souper, faire le devoir avec les enfants, puis répondre au téléphone, tout ça en même temps, puis il n'y a pas de problème. Quand on avance en âge, on dirait que ça devient plus compliqué, là, tu sais, de gérer 3 ou 4 affaires différentes en même temps. Fait qu'il y a des chances que peut-être si on va répondre au téléphone pendant qu'on est en train de préparer le repas, peut-être que ça va coller dans le fond du chaudron parce que là, ça fait plus de choses à gérer en même temps, donc ça devient un petit peu plus compliqué. La baisse de capacité d'inhibition. Je vous dirais que assez souvent, l'inhibition, c'est je vous dirais que c'est ce qui fait qu'on se retient des fois pour pas dire certaines choses. Hein? C'est pas comme ça qu'on a été élevé. Il y a des choses qui nous ont été transmises comme ce qui est politically correct et on essaie de mettre ça en pratique le plus possible. Avec l'âge, on dirait que des fois, il y a un laisser-aller un petit peu de ce côté-là. Peut-être qu'on dit des choses qu'on n'aurait pas dit étant plus jeune. Premièrement, le cerveau est mis en cause, puis moi, des fois, j'ai tendance à penser aussi qu'on a peut-être moins de choses à prouver à soi-même puis aux autres, donc on peut être un petit peu plus soi-même, ce qui fait que des fois, on se permet de dire des choses ou de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites à un plus jeune âge, parce qu'on avait peut-être une façon différente de voir les choses. Ainsi, en vieillissant, assimiler des nouvelles choses prennent plus de temps. C'est plus difficile de se remémorer des événements particuliers et oublier à l'occasion ce qu'on s'en allait chercher dans le congélateur ou égarer plus souvent nos objets, c'est tout à fait normal. Donc, à partir de là, on ne s'inquiète pas. Des fois aussi, c'est qu'on n'est pas totalement présent à ce qu'on est en train de faire. On est en train de penser qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi ou qu'est-ce qui s'est passé hier, puis en même temps, on met nos clés quelque part. Mais si on n'est pas concentré sur ce qu'on est en train de faire, bien, ça se peut qu'on ait à ce moment-là pas retenu qu'on était en train de déposer nos clés à tel endroit, puis après ça, si on les cherche, bien, c'est pas nécessairement relié à des troubles cognitifs. C'est l'attention. Donc, les causes de la maladie, on ne les connaît pas. On ne connaît pas les causes de la maladie pour le moment. Les chercheurs ignorent toujours les causes précises de la maladie, mais ils croient qu'une combinaison de plusieurs facteurs l'entraînerait. Donc, leurs efforts actuels ont pour but d'en bloquer la progression. Il y a beaucoup de recherches qui se fait présentement. Il y a des médications qui existent aussi au niveau de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs. Et la médication ne guérit pas non plus au moment où on se parle. Elle peut simplement ralentir le processus de la maladie. Quand c'est pris suffisamment tôt, il peut avoir des résultats très intéressants. Quand on parle des causes, on regarde au niveau des antécédents familiaux. Donc, on dit que certaines familles sont plus atteintes, mais le lien héréditaire, quel est le lien héréditaire exactement? On ne peut pas le définir précisément. Toutefois, il y a une forme de la maladie, qui est la forme familiale qu'on appelle, où il y a 7% des gens qui sont atteints de cette forme-là. Et
c'est la forme héréditaire. Donc, c'est une forme où, de génération en génération, il peut y avoir des gènes qui sont transmis, mais c'est que 7% des gens qui sont atteints qui font partie de cette classe-là. On parle aussi d'environnement, les facteurs environnementaux. Il y a quelque chose qui se trouverait dans l'eau, dans l'air, dans le sol. Hein? On est en train d'explorer à ce niveau-là. Les recherches sont très actives pour être capables d'avoir des réponses, mais on n'a pas toutes nos réponses pour le moment. Au niveau de notre corps, est-ce que ce serait un virus à action lente? Est-ce que ce serait un déséquilibre chimique ou un déficit immunitaire? Donc, il y a bien d'autres causes. Ça pourrait être toxique, ça pourrait être infectieuse, métabolique, traumatique, inflammatoire. Hein? On voit qu'il y a quand même plusieurs pistes de réflexion qui peuvent être explorées. Et pour le moment, on est en train de nommer des possibilités, mais on n'a pas encore les causes exactes. On va regarder maintenant les facteurs de risque. Parce qu'étant donné qu'on n'a pas les causes, mais on connaît quand même certains facteurs de risque. Donc, le premier facteur de risque le plus important, c'est l'âge, car il rend les mécanismes naturels de réparation de l'organisme moins efficaces. On dit qu'à partir de l'âge de 60 ans, à chaque tranche de 5 ans, on double le pourcentage de développer un trouble cognitif. Donc, à 60 ans, il y aurait 1% des chances de développer des maladies reliées à la cognition. À 65 ans, 2%. 70 ans, 4%. 75 ans, 8%. 80 ans, 16%. On monte comme ça. Donc, vous pouvez voir que le facteur de l'âge est un facteur important. Au niveau de la santé, des personnes qui ont des problèmes vasculaires peuvent développer des troubles cognitifs parce que il y a une des formes de démence qu'on appelle la démence vasculaire. Ça, c'est suite à quelqu'un qui a fait un AVC. Donc, à partir de ce moment-là, les problèmes vasculaires peuvent entraîner des troubles cognitifs. Des personnes atteintes du diabète, dont le diabète est mal contrôlé, pourraient être aussi plus à risque de développer la maladie. Des gens qui ont subi des traumatismes crâniens aussi. Les traumatismes crâniens, ça fragilise le cerveau et ça peut engendrer des problèmes cognitifs avec le temps. Moi, je vous dirais que présentement, là, avec tous les sports extrêmes qui existent et les sports de contact puis toutes ces choses-là, je pense qu'il y en a qui courent après des problèmes, là. Et éventuellement, il y en a peut-être qui vont se retrouver avec des mauvaises surprises parce que ça peut être c'est un facteur de risque qui est assez important. La trisomie 21 aussi est un facteur de risque important parce que ce gène-là fait partie des gènes qui peuvent amener la maladie d'Alzheimer. Les facteurs génétiques, comme je vous ai dit tantôt, dans certains cas, les facteurs génétiques aussi peuvent être en cause. Et des gens qui ont des antécédents de dépression peuvent être aussi plus à risque de développer la maladie d'Alzheimer. On dit aussi que le tabagisme peut être un facteur de risque. Et au niveau personnel et social, les gens de sexe féminin sont plus à risque. Pendant longtemps, on a cru que c'est parce que les femmes vivaient plus vieilles et que c'était peut-être à cause de ça qu'il y avait plus de femmes qui étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de troubles cognitifs. Mais avec le temps, les recherches ont démontré que c'est pas nécessairement ça. Ça se peut que ce soit plus une cause hormonale qui influencerait à ce niveau-là. Et je peux vous dire qu'au moment où on se parle présentement, il y a 72% des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs, ce sont des femmes. Donc, c'est quand même assez important. Les antécédents familiaux, on en a parlé un petit peu tantôt. L'alimentation aussi, on va y revenir un petit peu plus en détail. Le niveau d'études. Le niveau d'études, c'est controversé parce que moi, je dois vous dire que je rencontre des familles dont les gens sont atteints et vraiment, je pense que ça touche toutes les classes sociales, ça touche des niveaux d'études différents.
c'est sûr que quelqu'un qui a stimulé plus son cerveau, les études, on sait que ça stimule beaucoup le cerveau, ce que ça peut faire, c'est que ça peut retarder le processus. Ça va pas nécessairement, si la personne était porteuse du gène et si elle l'a développé, si elle a un haut niveau d'études, ça se peut qu'elle le développe un peu plus tard que si elle n'avait pas eu ce niveau d'études-là, mais toutefois, ça ne va pas la préserver totalement. Parmi les autres facteurs possibles de protection, on dit que demeurer actif physiquement pour favoriser la circulation sanguine dans le cerveau et nourrir les cellules d'aliments nutritifs et d'oxygène. Donc, on parle ici là, d'activités, ça peut être de la gymnastique douce, ça peut être d'aller prendre une marche, la danse, n'importe quel sport, ça peut être jouer à pétanque, au bowling, faire du tai chi, jardiner, du yoga, sortir à l'extérieur pour respirer de l'air frais, ça alimente aussi, ça contribue à ce que le cerveau soit mieux oxygéné. Donc, c'est toutes des bonnes choses à mettre en pratique. On parle aussi de maintenir un poids santé. C'est un facteur possible de protection. Poursuivre des activités intellectuelles tout au long de sa vie pour accroître le développement des neurones. Donc, ça peut être faire des mots croisés, faire des mots mystères, des sudoku, bricoler, faire du scrapbooking, plein d'activités comme ça qui continuent de nous garder actifs au niveau cognitif. Exercer son cerveau pour améliorer les connexions nerveuses. Donc, on parle de lecture, d'écriture, des jeux de mémoire, des casse-têtes, plus des changements de routine. Les changements de routine, on appelle ça la plasticité du cerveau. Donc, la plasticité du cerveau, c'est de se pratiquer à faire les choses différemment. Parce que quand on fait toujours les choses de la même manière, on sollicite toujours les mêmes parties du cerveau. Et ce qui fait qu'avec le temps, si à un moment donné, il nous arrivait un petit accident ou on aurait un petit problème au niveau vasculaire, bien, on n'a pas d'autre chemin qu'on peut prendre. Moi, je compare ça souvent à l'autoroute. Quand on prend l'autoroute pour aller à quelque part ou on prend une route principale, si à un moment donné, il y a une route qui est en réparation, bien là, ça nous demande de faire un petit détour. Donc, c'est la même chose dans notre cerveau. Si on sollicite toujours les mêmes parties du cerveau, on a les grandes routes, les autoroutes, les routes principales sont bien irriguées. Mais les petites routes secondaires, eux autres, si on les utilise jamais, à un moment donné, ben c'est comme, tu sais, si dans une route de campagne, personne passe, personne l'entretient, à un moment donné, ben la route, c'est comme si elle n'existe plus. C'est ça qui se passe au niveau du cerveau. Donc, si on se pratique à faire les choses différemment, ben là, on va solliciter des parties différentes de notre cerveau, donc on entretient tous nos petits chemins. Fait que si à un moment donné, la route secondaire est en moins bon état, ben on pourra utiliser un petit chemin qui va faire que ça va peut-être nous prendre un petit peu plus de temps pour faire les choses, mais on va y arriver quand même. Donc, on a avantage à changer nos routines. Ce qui veut dire que, ben je ne sais pas, vous autres, chez vous, c'est comme ça, là, mais nous autres, chez nous, dans la famille, à chaque fois qu'il y a un repas de famille, tout le monde s'assoit à la même place. Hein? Nous autres, là, mon conjoint puis moi, on a acheté la maison familiale et je vous dirais que mon frère, depuis 40 ans, il s'assied sur la même chaise quand il vient manger. Même si c'est plus le même propriétaire, c'est plus les mêmes meubles, c'est plus la même décoration, on a changé la configuration, lui, il s'assoit dos à la fenêtre, puis c'est sa place. Donc, dans beaucoup de familles comme ça, c'est comme ça que ça se passe, hein? Chacun a sa place. Moi, je donne beaucoup de formations, puis souvent, si on a plusieurs rencontres avec le même groupe, je vous dirais qu'à peu près 95% du temps, les gens, ils reviennent au deuxième cours, s'assoient à la même chaise qu'ils étaient assis pour la première. C'est sécurisant, hein, ça? Mais en même temps, c'est moins bon pour, justement, notre cerveau, parce qu'on a avantage à faire les choses différemment. Quand on part du point A au point B, peut-être se pratiquer à prendre un chemin différent pour faire le trajet. Des fois, c'est juste, c'est ça, s'asseoir à un endroit inhabituel, hein, pour avoir un point de vue différent aussi.
Faire les choses différemment, ça peut être juste se laver de la main gauche si on est habitué de se laver de la main droite. Des choses comme ça, des petites choses qui vont faire que ça va faire travailler les parties du cerveau différemment. On donne comme exemple ici, comme se brosser les dents avec la main inhabituelle. C'est sûr qu'on se sent malhabile quand ça arrive, mais en même temps, ça nous permet de voir à quel point, justement, on peut devenir plus polyvalent si on met ça en pratique. Diminuer les sources de stress. Naturellement, c'est important parce que quand on est stressé, il y a un phénomène qui se passe, puis on dirait qu'il y a comme un blocage qui se crée, et puis ça peut entraîner toutes sortes de problèmes au niveau de la santé de tout ordre. Donc, on suggère le plus possible d'essayer d'éviter les sources de stress en autant qu'on est capable. Il y a des façons de le faire. La relaxation, c'est une façon. La méditation. Le partage des émotions aussi, ça peut en être une. Il y a plusieurs façons aussi qu'on peut éliminer des fois les sources de stress par la créativité. La créativité, c'est un outil très important aussi qui peut nous aider. Donc, ça peut être chanter, ça peut être jouer un instrument de musique, ça peut être peindre, dessiner, colorier, cuisiner, l'art culinaire aussi, c'est de la créativité. On peut aussi s'adonner à des jeux questionnaires, des jeux de cartes, des jeux de dés, toutes sortes de choses qui vont faire que ça va nous divertir, donc des fois changer les idées, puis faire que ça va diminuer des sources de stress. Parce qu'on sait que quand on vit quelque chose ou quand on a une pensée qui nous amène à un sentiment de stress, si on l'alimente puis on reste là-dedans, bien, ça va venir de plus en plus gros. Donc, on a avantage à trouver des façons pour essayer de contrer ça. Donc, on parle aussi de maintenir une vie sociale active, ce qui entraîne un effet protecteur. Donc, des conversations téléphoniques, la participation à des loisirs en groupe, l'implication dans des clubs sociaux. C'est toutes des façons aussi de se préserver. Parce que plus on est en contact avec l'entourage, plus on garde des contacts avec, que ce soit la famille, les amis, des groupes dans lesquels on fait des activités, bien, ça nous amène à parler de sujets différents, ça nous amène à sortir de l'isolement et ça, c'est un facteur de protection. Parmi les implications qu'on peut avoir aussi, aujourd'hui on parle de bénévolat et moi je trouve, j'ai lu le document qui vous a été remis dans votre pochette sur le bénévolat. Et le bénévolat, quand on lit toutes les... il y a un petit aide-mémoire là où il y a les avantages du bénévolat, bien moi je vous dirais que c'est tous des facteurs de protection. Ça amène à socialiser, c'est bon pour l'estime de soi, ça répond à notre sentiment d'utilité. Il y a plein de facteurs qui font que ça fait du bien et ça, c'en est un facteur de protection. On parle aussi de prendre sa santé et sa sécurité au sérieux. Donc, consulter régulièrement le médecin, régler ses problèmes de santé, dormir suffisamment, porter un casque lors des activités sportives pour éviter les accidents. Aussi, ne pas fumer et boire modérément. Ce sont tous des facteurs de protection. On dit aussi que faire des choix alimentaires sains et suivre le guide alimentaire canadien serait un facteur de protection. On parle au niveau de l'alimentation d'ajouter à notre alimentation les oméga 3. Donc, ça c'est contenu dans le poisson, l'huile d'olive, le lin, les noix. Ça entraîne aussi la diminution d'une chaîne d'acides gras polysaturés dans les cellules cérébrales des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, on parle de facteurs de protection si on n'a pas la maladie, mais en même temps, ça peut peut-être être utile pour des gens qui ont déjà un diagnostic. On parle aussi d'ajouter à notre alimentation des antioxydants. Donc, on retrouve ça dans les bleuets, les framboises, l'ail, le chou, le thé vert, le chocolat noir. Et ça a pour effet de détruire les radicaux libres. Le sel et le café en quantité modérée.
parce que ça durcit les artères. Ensuite de ça, on parle aussi d'ajouter à notre alimentation du foie, des fruits, des légumes, du pain de blé entier, des fèves de lima, ce qui contient de l'acide folique, et puis ça améliore la santé des vaisseaux sanguins et des artères. Le soya aussi, qui est un estrogène naturel. Et on parle aussi de la vitamine E, qui, elle, est toutefois controversée, mais quand même, des fois, on n'a pas de... On ne perd rien à essayer. Je vous ai parlé tantôt d'activités qu'on peut continuer de faire. Je vous dirais que la stimulation, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour les personnes qui veulent éloigner les troubles cognitifs et aussi pour les personnes qui sont en début de maladie ou même qui avancent dans une maladie, que ce soit la maladie d'Alzheimer ou autre. La stimulation reste toujours quelque chose de très important. J'ai fait une petite recherche pour la rencontre d'aujourd'hui, puis j'ai fait une recherche sur l'hormone du bonheur, parce que je me suis dit, pour libérer le stress, rire, c'est bon, ça fait du bien, ça nous aide à, justement, on dit faire sortir le méchant. Le sens de l'humour, ça aide à dédramatiser. Comment on perçoit les choses aussi, c'est très important. J'ai lu dans ce livre-ci une chronique qui disait que c'est un livre qui s'appelle Revue québécoise de psychologie, le vieillissement réussi. Et on dit là-dedans que ce serait plus les petits événements de la vie quotidienne qui reviennent, qui sont récurrents puis qui nous agacent, qui nuisent le plus à notre santé, à notre bien-être, et qui peuvent amener plus la détresse psychologique et de l'anxiété que les événements de vie difficiles. Ça veut dire que si je vis à chaque jour des choses qui m'agacent, qui me dérangent, puis qui reviennent régulièrement, c'est plus nocif pour ma santé que si je vis un événement comme, je ne sais pas moi, un incendie ou quelque chose. Ça atteint, puis ça nous bouleverse. Mais apparemment que ce qui influence le plus, c'est les petits tracas de la vie quotidienne qui reviennent régulièrement. Dans ce livre-là aussi, j'ai retenu un texte que j'avais le goût de vous lire, de vous partager, parce que c'est vraiment très intéressant. Ça nous parle justement de à quel point notre façon de percevoir les choses et notre façon de prendre la vie va faire qu'on va éloigner les maladies ou qu'on va être plus peut-être porté à les développer. Au moment de prononcer leur dernier vœu, les jeunes religieuses étaient invitées à écrire un bref récit de leur vie en cette occasion mémorable. Donc, voici ce qu'a écrit Cécilia en 1932. « Dieu fit bien commencer ma vie en m'accordant une grâce d'une valeur inestimable. Elle, dans sa lettre, elle dit qu'elle est heureuse, qu'elle regarde l'avenir avec la joie. Elle envisage une vie d'union avec l'amour divin. Donc, pour elle, là, c'est vraiment un grand jour et c'est vraiment positif et plein d'émotions agréables. Une autre religieuse ici, Marguerite, elle est au même endroit. Puis elle, dans sa lettre, elle décrit à quel endroit elle est née, quelle date elle est née, elle vient d'une famille de 7 enfants, combien de garçons, combien de filles, elle dit qu'elle a enseigné la chimie, le latin, elle propose de faire de son mieux, mais il n'y a comme pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup de positivisme dans son affaire, c'est plus des faits qu'elle nomme. Donc, Cécilia a 98 ans au moment où la recherche a été faite et elle n'a jamais été malade. Ça, c'est celle qui exprimait ses affaires avec de la joie, puis qui exprimait aussi tout comment elle était heureuse. Marguerite est décédée à 59 ans, peu après un accident vasculaire cérébral, et Cécilia a utilisé les mots « très heureuse »,« joie ». Par contre, contrairement à l'autre qui n'avait pas une goutte d'émotion, celle qui exprimait plus les émotions positives a vécu beaucoup plus vieille. On dit que la quantité d'émotions positives exprimées par 200 religieuses, qui, comme Cécilia et Marguerite, faisaient partie d'une étude sur le bonheur et la longévité, a été évaluée par des psychologues.
Et, mis à part certains facteurs, parce qu'ils vivaient tous dans le même environnement, les religieuses. Ils mangeaient toutes la même chose, ils vivaient toutes les choses pareilles. Donc, on peut exclure certains facteurs. Et donc, la pensée positive amène les chercheurs à conclure que les religieuses heureuses vivent plus longtemps. Donc, si c'est bon pour les religieuses, ça devrait être bon pour nous aussi, hein, naturellement. J'ai fait une petite recherche sur les hormones du bonheur, comme je vous disais tantôt. Il y en a plusieurs. Moi, je pensais qu'il y avait une hormone du bonheur. Je me suis dit, je vais faire ma recherche, mais j'ai appris qu'il y en avait plusieurs. Les vendus sur le marché? Je vais vous expliquer comment on peut stimuler ces hormones-là. C'est ça. Donc, on dit que le bonheur, c'est dans la tête. L'état de bien-être qu'on ressent à un certain moment de la journée est provoqué par des hormones et des neurotransmetteurs qui agissent sur le système limbique de notre cerveau. Donc, il y a un professeur de l'Université McGill et qui est directeur des affaires académiques à l'Institut Douglas, M. Joseph Rockford, qui compare ce système à un grand tuyau qui pompe le plaisir. Lui, il dit le défi en ces temps de déprime saisonnière, c'est donc de stimuler nos hormones pour que notre cerveau pompe du bonheur. L'endorphine. L'endorphine, lorsqu'elle est libérée, agit sur le système et son action peut être locale ou globale, d'après le professeur de l'université. Et a pour effet de relaxer les muscles et de soulager la douleur. Pour la sécréter, il suffit de faire de l'exercice, de manger du chocolat, de boire du vin ou de faire l'amour, le tout avec modération. Hein? Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Hein? La sérotonine. Le lien entre la sérotonine et le bonheur n'est pas direct. Par contre, on dit que son action est beaucoup moins importante que celle de l'endorphine, mais elle peut malgré tout remonter le moral d'une personne déprimée. Donc, encore là, les chercheurs nous disent que pour encourager notre production de sérotonine, il faut manger des aliments qui contiennent du tryptophane. Cet acide aminé est surtout présent dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers et les fruits secs. On peut intégrer ça dans notre alimentation. On parle aussi de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. C'est la mélatonine lorsque la durée d'ensommeillement est restreinte. Comme c'est le cas pendant l'hiver, on en sécrète beaucoup moins. Donc, on suggère de s'exposer une trentaine de minutes le matin au rayon d'une lampe médicale spéciale pour retrouver l'énergie. Des lampes de luminothérapie qui existent, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Et la dernière hormone qui est l'ocytocine. Bon, elle n'est pas facile à dire celle-là, mais c'est une hormone liée à l'attachement. Donc, elle est entre autres sécrétée par les femmes qui accouchent et par celles qui allaitent leur enfant. Et on dit que les couples qui s'embrassent la produisent aussi, selon une expérience menée par un chercheur, un psychologue qui est renommé. Donc, il a demandé à 15 couples de se bécoter pendant un quart d'heure. Et le résultat, c'est que le niveau de stress a diminué alors que celui de l'oxytocine augmentait. Donc, je trouve que c'est plutôt plaisant d'apprendre ça. Hein? C'est toutes des choses qui ne sont pas nécessairement compliquées à mettre en pratique et ça peut nous aider à ce niveau-là. Donc, en terminant, je veux vous parler de les Amis de la santé cognitive parce qu'il y a maintenant une organisation qui a été mise sur pied. Les Amis de la santé cognitive, c'est une initiative de sensibilisation nationale et une mobilisation publique. Ça a pour objectif de mieux informer la population canadienne sur les maladies cognitives afin de démolir les mythes et de combattre la stigmatisation en encourageant l'accomplissement d'actions individuelles. Donc, c'est un programme qui va aider les Canadiens à mieux comprendre les conséquences des maladies cognitives au quotidien et à mieux soutenir aussi les personnes atteintes au sein de leur collectivité. C'est l'Agence de la santé publique du Canada qui collabore directement avec la Société Alzheimer du Canada. Et les Amis de la santé cognitive, ça s'inscrit dans le cadre d'un mouvement international. Ça a été inspiré d'un programme similaire qui a été créé au Japon. Et maintenant, c'est en train de faire le tour du monde. Donc, un ami de la santé cognitive, c'est une personne qui s'informe sur les répercussions au quotidien des maladies cognitives et qui pose des gestes tout simples pour aider les personnes atteintes à mieux vivre.
poser une action concrète n'exige pas nécessairement d'y consacrer beaucoup de temps. Vous pouvez faire du bénévolat dans votre société locale. Vous pouvez diffuser notre message dans les médias sociaux, encourager vos amis à devenir des amis de la santé cognitive ou passer du temps avec une personne que vous connaissez atteinte d'une maladie cognitive. Chaque geste compte. Donc, pour devenir un ami de la santé cognitive, j'ai des petites cartes qui sont là sur la table où vous avez des informations. Et pour ceux qui ne veulent pas prendre une petite carte et qui aimeraient avoir le site Internet où on peut adhérer pour devenir des amis de la santé cognitive, c'est www.amis avec un S, santécognitive.ca. Donc, si des fois vous voulez avoir des informations au niveau scientifique et des résultats de recherche par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui, ce livre-là, c'est un livre qui m'a inspiré puis que je trouve intéressant aussi à consulter pour avoir plus d'informations. Et avant de quitter, bien, je vais vous dire qu'on a des documents ici sur la table, les cartes pour les amis de la santé cognitive, on a le dépliant pour les services généraux de la Société Alzheimer de la Naudière, et aussi je vous ai mis un document sur les 10 signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à téléphoner à la Société Alzheimer, on est là pour ça. Et en terminant, en guise de remerciement, je voudrais vous dire que je vous remercie premièrement pour votre attention et je vous souhaite longue vie, santé et lucidité. Merci.